Après une semaine de congé, un petit séjour au soleil, on est de retour pour notre balado-diffusion hebdomadaire sur la glace, où on parle de la Ligue américaine avec le Rocket, on parle de hockey junior. On a beaucoup de choses cette semaine. Un peu de Midget 3A, un peu de NCAA. On va parler des moins de 18 ans et on va également parler des Patriotes de l'UQTR qui ont gagné la Coupe, le championnat canadien hier soir. Avant d'aller plus loin, je veux remercier Maxime Blouin de la Ligue de hockey junior major du Québec, qui finalement a reçu mes deux beaux chandails de la LHJMQ pour accrocher dans mon petit bac en arrière. Alors, ça faisait longtemps que j'attendais ça. Merci, c'est très, très apprécié. Puis, soyez assurés qu'avec le chandail du Rocket, le chandail de Hockey Canada, on va faire des alternances comme ça à chaque semaine. Notre balado-diffusion, on a beaucoup d'invités aujourd'hui. En fait, on a quatre intervenants, des entrevues qu'on a réalisées soit en fin de semaine ou hier. On va s'entretenir dans quelques instants avec Jean-François Houle, le Rocket de Laval, au moment où on enregistre la balado-diffusion et dans l'avion ou sur le point de revenir là, de la côte ouest. On a joué à Abbotsford en fin de semaine. Alors, j'ai parlé à Jean-François Houle après le match hier soir. Il était pressé un petit peu, mais on a quand même ses commentaires à chaud là, à la suite de la deuxième défaite que le Rocket a subie à Abbotsford en fin de semaine. Je suis allé vendredi au match, on va le dire, quand même historique. Ève Gascon, qui est devenue la deuxième femme dans l'histoire de la LHJMQ, a gagné un match. Elle était devenue la troisième à jouer dans un match, mais là, elle a gagné son match vendredi soir contre Drummondville. On lui a parlé tout de suite après le match vendredi soir au centre Slash Poppy à Gatineau. Je suis également allé faire un tour à Québec hier. C'était un gros match. Les Remparts qui recevaient le Phoenix de Sherbrooke. C'était un peu le match pour la première position du classement général. Les Remparts ont gagné. Mais j'ai profité de ma présence là-bas pour faire un brin de jasette avec Xavier Parent, le capitaine du Phoenix de Sherbrooke, qui a marqué ses 41e et 42e buts de la saison hier. Il est au deuxième rang des meilleurs buteurs du circuit derrière William Dufour. Et un petit peu plus tard, dans la balado-diffusion, on va également s'entretenir avec l'espoir du Canadien, Ty Smilanic, qui a été acquis des Panthers de la Floride dans la transaction qui a envoyé Ben Sherratt avec les Panthers. Smilanic, on avait parlé à Thomas Bordelot il y a 2 semaines. Il nous avait parlé un peu de lui. Ils avaient été coéquipiers ensemble. Et là, on va vraiment jaser avec lui. Une entrevue qu'on a réalisée vendredi. Donc, c'est le menu. On a beaucoup, beaucoup de matériel pour vous cette semaine. Après une petite semaine de congé, on s'est dit qu'il fallait avoir, comme on dit, du bon stock pour vous. Puis je pense que pour ceux qui aiment le hockey junior, le hockey de la Ligue américaine, qui aiment suivre les espoirs et tout ça, ben, on a quand même du matériel intéressant. On va commencer avec le Rocket de Laval. La dernière semaine, ben, c'était 4 matchs dans l'Ouest, 2 au Manitoba et 2 à Abbotsford, en Colombie-Britannique, contre le club école des Canucks de Vancouver. La récolte, ben, c'est 3 points sur 8. Alors, quand tu pars à l'étranger, tu dis on aimerait ça ramener au moins 50 des points. Ben, ça n'a pas été le cas. C'est 3 sur 8. Le Rocket qui a perdu 4-3 d'abord en tir de barrage, c'était mardi au Manitoba, a répliqué le lendemain avec une victoire de 4-2 mercredi contre le Moose. Samedi plutôt, c'était un match vraiment à oublier, 6-1 pour les Canucks d'Abbotsford. Et hier, honnêtement, le Rocket aurait mérité un meilleur sort, une défaite de 3-1 dans un match où le Rocket a eu beaucoup de chances de marquer. J'ai regardé le match et sincèrement, là, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Il y a un but qui a été refusé à la fin. Jean-François Houle en parle aussi d'ailleurs. Alors, la récolte est donc de 3 points sur 8. La bonne nouvelle, c'est que le Rocket revient à la maison après ce voyage-là, toujours au deuxième rang de la section Nord, la très, très serrée section Nord. On sait que les 5 premières équipes vont participer aux séries. Utica est en haut, c'est réglé, il n'y a pas de problème. Mais pour les positions 2 à 6, c'est vraiment très serré entre 5 équipes. Et la beauté de la chose, c'est qu'il reste 13 matchs dans la saison. Et les 13 matchs, c'est contre des rivaux de section. Ça va commencer cette semaine, mercredi et vendredi à la Place Belle contre les Americans de Rochester. 2 matchs qui seront présentés évidemment à RDS. Et samedi, ce sont justement les Comets de Utica qui sont de passage au Centre Bell. Donc, 3 matchs en 4 jours pour la troupe de Jean-François Houle. On revient donc sur cette défaite d'hier, un revers de 3-1. Le match qui s'est terminé là, vers 21h45, heure de l'Est. Et tout de suite après, ben, on a fait ce petit brin de jasette avec l'entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle. Jean-François, le voyage dans l'Ouest vient de se terminer. On parle d'une récolte de 3 points sur 8. C'est quoi? C'est satisfaisant? Ça ne l'est pas? Je pense que dans le dernier match, j'aurais peut-être mérité un meilleur sort. Là.
Oui, je pense que le match qui vient juste de finir aujourd'hui, là, on méritait un meilleur sort. On pensait qu'on avait compté un but en fin de match, puis leur vidéo fonctionnait pas. Alors, c'est sûr que c'est frustrant pour nous et les joueurs. Puis, mais on a joué un très bon match, on a été intense, puis bien satisfait de l'effort. Vous terminez la saison à partir de maintenant. Il reste 13 matchs à jouer. C'est tous des matchs à l'intérieur de votre division. Puis on le voit comment c'est serré. Là, le fait que vous avez perdu les 2 derniers matchs, puis tout ça, tout est en question. Là. Comment on se sent pour attaquer ce segment-là? Là? Ouais, je pense, ben, pour nous, on va continuer à prendre un match à la fois. Il ne faut pas regarder trop en avant. Puis on retourne à la maison d'un long voyage. Alors, on a bien fait jusqu'à date à la maison devant nos partisans. Alors, tous les matchs vont être importants, tous les points vont être importants. Quand tu regardes en ce moment, c'est quoi qui vous manque le plus? C'est le retour des défenseurs là, qui ferait du bien, là, le paquet de Bisson, puis Oui, Dello, puis tout ça. Là. ouais, ce soir, on a bien joué défensivement, mais je te dirais que les 4-5 derniers matchs avant ça, là, on n'a jamais donné autant de lancers. Alors, c'est sûr que Gallo, Bisson, peut-être Baron, un moment donné, Barron qui va descendre, je pense que ça pourrait aider à limiter les lancers. Le travail des gardiens, comment tu as trouvé? Je veux dire, hier, c'est pas dans le match, le premier à Botsford, c'est sûr qu'il y a eu 6 buts. Là. Ce que j'ai vu du match, ça n'a pas été simple, mais dans l'ensemble, ils ont quand même tenu. Là. Kevin Poulin a eu un bon match au Manitoba. Là. Oui, non, non, le gardien de but, tout au long de la saison, ils ont fait du bon travail. Ils nous gardent dans le match. On est tout le temps dans le match. À part le match d'hier, là, que les pédales ont débarqué un petit peu, là. Mais je te dirais que la plupart des matchs, on est là puis on a une chance de gagner. Est-ce que tu sens un peu de fatigue dans ton équipe en ce moment? Là? Oui, je pense que c'est normal. Avec tous Ouais. les blessés qu'il y a eu à Montréal, tous les cas-là, le COVID du mois de décembre, on a beaucoup de matchs qui ont été remis au mois de mars et avril. Alors, ça fait qu'on utilise les joueurs un petit peu trop, puis ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. On va falloir qu'on gère notre fatigue. Cédric Paquette allait vraiment bien quand il est descendu. Malheureusement, il a été blessé. Est-ce qu'on a une chance de le voir cette semaine, d'après toi? Ou... Oui, je pense qu'il est toujours le jour, puis d'après moi, cette semaine, il va revenir au jeu. On a Belzile aussi qui va sûrement revenir bientôt au jeu. Alors, ça va nous donner un peu plus de munitions là, pour en avant. Il y a un nouveau joueur qui va se présenter à l'équipe aussi que le Canadien a signé. Est-ce que tu connais un peu ce joueur-là? Ou... Comme Dota, que j'ai vu qu'il a signé, Ouais. j'ai juste vu des highlights, puis j'ai parlé à un de ses assistants compte pour savoir quel genre de joueur qui est. Je pense qu'il peut venir nous aider à Laval. On va voir cette semaine là, quand on va pratiquer si on l'insère tout de suite dans l'aliment ou bien on pratique avec un petit peu. Mais le plus de joueurs qu'on a, le mieux c'est pour nous présentement avec tous les matchs qui s'en viennent. Jean-François, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bon voyage de retour, puis on se voit mercredi à la Place Belle. Merci beaucoup. Merci, Steph. Bonsoir. Salut. Alors voilà, Jean-François Houle, à chaud hier soir à la suite de cette défaite. Lorsqu'on a réalisé l'entrevue, évidemment, on a parlé de Lucas Condotta, qui est un joueur qui évoluait pour Lowell Mass cette année dans la NCAA, qui a terminé ses 4 années universitaires et qui a signé avec le Canadien 23 points en 33 matchs. Mais on ne savait pas encore à ce moment-là, ça a été confirmé ce matin, que le Suédois Emil Heinemann, qui a été acquis, lui, dans la transaction avec Tyler Toffoli des Flames de Calgary, a aussi signé son contrat, son premier contrat professionnel qui va commencer l'an prochain avec le Canadien pour 3 ans. Et dans le cas d'Heinemann, contrairement à Jordan Harris, il aura le droit, lui, de signer un contrat d'essai avec Laval pour terminer la saison et ça devrait se faire aussi. Alors, Heinemann devrait être dans l'entourage du Rocket au cours des prochains jours. Condotta aussi. On a parlé de Belzile, de son retour éventuel, de Cédric Paquette aussi. Est-ce que Jesse Ylönen va être retourné avec Laval éventuellement? Lui qui a fait le dernier voyage là, en Floride avec le Canadien, c'est à voir. Il a quand même connu de bons matchs. Le retour des défenseurs, je pense qu'en ce moment, là, c'est en défensive qu'on souffre le plus du côté du Rocket, avec l'absence de Dello, avec l'absence de Paquette Bisson notamment. Il ne faut pas oublier la perte de Fairbrother, ça c'est à plus long terme, mais Dello et Paquette Bisson sont des éléments importants. On a fait quelques essais, on a vu plusieurs défenseurs là, se débrouiller quand même bien avec le Rocket au cours des derniers matchs, mais c'est certain qu'on aimerait bien revoir les réguliers. Et comme le mentionnait Jean-François Hull, éventuellement aussi
Justin Barron et peut-être Corey Schooneman pourront revenir avec le Rocket. Et là, à ce moment-là, on aurait vraiment une brigade défensive plus qu'excellente. Je rappelle aux gens le format des séries. Les 5 premières équipes de la section Nord participent aux séries. Les 3 premières accèdent directement à ce qu'on appelle les demi-finales de division, alors que les équipes qui vont terminer au 4e et 5e rang devront disputer une série 2 de 3. Et pas besoin d'une maîtrise en hockey pour savoir qu'une série 2 de 3, ça va vite. Alors, non seulement Laval veut se qualifier pour les séries, mais espère se qualifier aux positions 2 ou 3. La position 2, évidemment, donnerait l'avantage de la glace au Rocket en première ronde. Au moment où on se parle, Utica est premier, comme je le disais, ça, c'est réglé. Par la suite, là, on peut presque dire que Cleveland est éliminé aussi là, au dernier rang. Je pense que ça va être difficile pour Cleveland d'espérer revenir. Laval, Syracuse, Toronto, Rochester et Belleville. Ces 5 formations-là, il y en a une dans ces 5-là qui ne participera pas aux séries et il y en a 2 qui devront disputer la série, la fameuse série 2 de 3. Au moment où on se parle, Laval est au 2e rang, Syracuse est 3e. Alors, on aurait une série Laval-Syracuse en première ronde. Toronto et Rochester sont au 4e et 5e rang, devraient se disputer la série 2 de 3 pour pouvoir accéder à la ronde suivante et affronter Utica. Belleville et Cleveland seraient éliminés, mais ça peut changer beaucoup, surtout avec les fameux matchs de 3 points lorsque le match va en prolongation, en tir de barrage. Et je vous le dis, là, je regarde le calendrier du Rocket d'ici la fin de la saison. Cette semaine, c'est Rochester et Utica. La semaine prochaine, le Rocket part pour 5 matchs. Belleville, Rochester, Cleveland 2 fois et Belleville à nouveau. Et par la suite, les 5 derniers matchs de la saison, 3 à domicile contre Toronto et 2 sur la route contre Syracuse. Alors, ce sont tous des matchs. Quand on dit le Syracuse, Toronto, Rochester et Belleville, mais c'est pas compliqué, là. À part le match contre Utica et les 2 matchs contre Cleveland, les 10 autres matchs, ce sont contre ces 3 rivaux-là. Alors, c'est extrêmement serré. J'ai l'impression que ça va le demeurer là, jusqu'à la fin. Petite note en terminant également au niveau de la Ligue américaine, c'est le Québécois A.J. Greer des Comets de Utica qui a été choisi le joueur de la semaine dans la Ligue américaine. En 4 matchs, le Québécois a récolté 4 buts et 6 passes pour une récolte donc de 10 points. A.J. Greer qui, en principe, sera à la Place Belle samedi prochain avec les Comets qui seront de passage. On parle maintenant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Évidemment, la grosse histoire en fin de semaine, ça a été la victoire d'Ève Gascon vendredi soir devant le filet des Olympiques de Gatineau. C'était au match contre les Voltigeurs de Drummondville. Elle a effectué 23 arrêts sur les 26 tirs qu'elle a reçus. Les coéquipiers des Olympiques lui ont donné une bonne avance. On la sentait beaucoup moins nerveuse qu'à son premier match. Et c'est normal, là, l'effet était passé. Il y avait moins de monde un petit peu. Il y avait quand même 3900 spectateurs. Il y avait un petit peu moins de médias aussi, il faut être honnête. Et elle a pu jouer ce match-là là, comme n'importe quel gardien de la Ligue junior majeure du Québec et elle a signé donc la victoire 7-3. Elle a été choisie la première étoile du match et voici le petit entretien que j'ai eu avec elle le vendredi soir vers à peu près 22h. Le 1er avril 2022, ça va rester une date dans ta vie importante? Oui, ça va pas juste être le poisson d'avril, ça va être une première victoire dans la GMQ. C'est sûr que c'est vraiment le fun, puis c'est vraiment un bon moment. Comment ça s'est passé la journée aujourd'hui? Tu as dit tantôt en point de presse que tu étais beaucoup moins stressé. Il y avait moins de monde aussi. Peut-être que c'était plus normal, peut-être, une situation comme situation? Oui, c'est sûr que oui. Puis j'ai eu la chance de faire un running skate ce matin, filer la puck un peu. Puis j'étais vraiment prête à affronter ce match-là. J'avais déjà vécu aussi la première game. J'étais prête à gauler puis à faire ce que je suis capable de faire. Tu as dit avec raison, c'est plus facile de regarder les buts quand on est en avance tout le long du match des Olympiques. Dès que les Voltigeurs ont marqué, on prenait 3 buts d'avance. Tu as eu un bon son tout le match? Oui, c'est ça. Les gars, ils ont vraiment bien joué devant moi. C'était vraiment une bonne game d'équipe. Puis quand je me faisais compter, ils rebondissaient tout de suite. Fait que c'était vraiment le fun. Puis ça me permet de rester confiant. Est-ce que tu sais, c'était peut-être ton dernier match, tu ne sais pas, Rémi sur le bord de revenir, on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce que tu sais les plans pour toi? Non, je ne sais pas. Ce que je souhaite à Rémi de revenir le plus vite possible. Mais je vais être prête si jamais ils ont besoin de moi. Puis si je rejoue une game, tant mieux. Mais sinon, je vais retourner avec mon équipe collégiale. Ça va être la suite. Tu as l'impression que tu as prouvé quelque chose aujourd'hui? Je pense que oui. Avec ma première game, c'est sûr que j'avais pas eu beaucoup de lancers, beaucoup de buts. Puis aujourd'hui, j'ai une victoire, les gars ont bien joué devant moi. J'ai fait des bons arrêts. C'est sûr que c'est le fun pour moi, puis ça prouve que les filles, on peut jouer avec les gars. C'est
c'est quoi le feeling, justement? Il y a eu, je pense que c'est Rod de 65, il est arrivé devant toi, qui a peut-être été ton plus bel arrêt du match. Quand tu sors un arrêt comme ça, là, puis la foule réagit, tu te sens comment? Ben, c'est sûr que j'ai des frissons, mais tu sais, j'essaie de rester concentré, puis c'est une game de hockey, fait que je vais faire des beaux arrêts pour mon équipe, puis les garder dans le match. Puis on lui a répondu aussi, on va bien joué, fait que c'est le fun de poursuivre. Ça faisait 22 ans, là, Charline Labontaine avait gagné 4 matchs, la dernière victoire, ça fait 22 ans. C'est long quand même, 22 ans, dans deux victoires comme ça. As-tu l'impression que grâce à toi, peut-être en voir un autre, ça ne prendra pas 22 ans? Ben, j'espère. Je pense qu'on veut tous voir plus de filles jouer dans le monde des hommes. Puis c'est sûr que c'est long, 22 ans, je suis pas née encore. Mais Charline et Manon, c'est des idoles pour moi. Puis si je peux être une idole pour les jeunes filles, ben, tant mieux. Puis je vais essayer de espérer qu'il y a une jeune fille qui joue dans la LHMQ un jour. Tu pensais que c'est possible en début de saison? Tu sais, quand on s'était vu le match contre Laurent, le dernier match à Gartin, on s'était dit peut-être qu'elle va être à fou. Tu pensais-tu que c'est possible, que ça pourrait arriver? Ben oui puis non. J'essaie de travailler fort, puis dans toutes les pratiques, c'est ça mon identité, je travaille fort. Puis là, j'ai une belle opportunité. C'est pas de premier que ce soit blessé, mais pour moi, c'est sûr que c'était une belle expérience. Puis j'essaie de prouver que j'étais capable de jouer dans cette ligue. Là, tu n'as pas encore vu tes parents, tout ça, tu t'en vas les voir ou tu as pris le temps de les voir? Non, ils sont en Floride en ce moment. Ils ont manqué ça. Puis je vais voir ma tante, mes amis qui sont là. Comment tu vas fêter ça? As-tu une petite célébration? Pour le moment, j'ai une game demain avec mon équipe. Fait que je vais dans les buts, fait que je vais aller me coucher. Puis prêt pour demain. Fait que finalement, c'est juste une game comme une autre. Ouais, c'est ça, une victoire. C'est sûr que c'est spécial, mais. Félicitations, merci. Merci beaucoup. Alors voilà, la jeune fille de 18 ans, on s'excuse un peu pour les problèmes de son. Là, il y avait beaucoup de bruit autour et tout ça, là, mais je pense qu'on a quand même réussi à comprendre l'essentiel de ce court entretien que nous avons eu à la fin du match. Très heureuse de la tournure des événements. Est-ce qu'elle va rejouer cette année avec les Olympiques? C'est une bonne question. Rémi Poirier est tout près là, d'un retour au jeu. Lui qui est le gardien numéro 1 de l'équipe. D'ailleurs, les Olympiques, en son absence, ont souffert, comme on dit, ont perdu quand même plus de matchs qu'ils en ont gagné. Mais c'était rafraîchissant là, de voir F. Gascon vendredi soir passer à l'histoire. J'étais là également en 1999 lorsque Charline Labonté avait gagné son premier match. Et dans la saison 99-2000, Charline Labonté avait gagné 4 matchs. Et sa dernière victoire, c'était le 10 février 2000 à Bathurst contre les Screaming Eagles du Cap-Breton. Et c'est donc l'espace qui s'est écoulé entre le 10 février 2000 et le 1er avril 2022, un peu plus de 22 ans, qui ont séparé donc les 2 victoires remportées par des femmes devant le filet dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, à nouveau, coup de chapeau à Ève Gascon. La saison, il reste un mois à la saison junior, mais c'était quand même en fin de semaine que ça aurait dû se terminer, la saison régulière de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On se souvient de la pause de 7 semaines durant le temps des fêtes avec le variant Omicron et tout ça, qui a forcé la LHJMQ à remettre des matchs pendant 4 semaines. Alors là, on entre dans la partie là, où on va reprendre les matchs qui ont été remis là, durant particulièrement la période des fêtes, le mois de janvier. Il reste en moyenne une douzaine de matchs par équipe en 4 semaines. Donc, à peu près 3 matchs par semaine par équipe. Il y a beaucoup de matchs. Il y a eu des critiques d'ailleurs de certains observateurs là, que c'était peut-être un petit peu trop en ce moment là, pour la LHJMQ. Habituellement, la LHJMQ fonctionne à un rythme de 2,5 matchs par semaine par équipe, plus ou moins. Là. Et là, on fonctionne à 3,5. C'est un match de plus par semaine. Alors, c'est certain que ça revient vite. On tenait à jouer 68 matchs. On vous en a déjà parlé abondamment de ça. Hier, je me suis rendu à Québec, au Centre Vidéotron. Les Remparts de Québec sont premiers au classement général. Ils ont signé hier une 8e victoire de suite en l'emportant 6-2 face au Phoenix de Sherbrooke. C'était 1-0 Sherbrooke après une première période. Le gardien Jacob Robillard avait été vraiment exceptionnel. Sherbrooke avait joué la veille contre Chicoutimi à la maison et on sentait qu'à partir de la deuxième, là, on n'avait plus les jambes. Et Québec, c'est toute une machine de hockey. Les Remparts ont signé une 41e victoire cette saison. Et les Remparts sont premiers au classement général avec 4 semaines à disputer. Patrick Roy nous disait hier après le match qu'il n'était pas surpris outre mesure de voir son équipe là. Il dit « Je dirige un groupe spécial et en début de saison, oui, je croyais que c'était possible. » Dans le cas du Phoenix de Sherbrooke, en début de saison, on ne s'attendait pas de le voir lutter là, pour le premier rang du classement général.
Évidemment, c'était sans compter l'avenue là, des deux Européens, David Spacek et Ivan Gigalov, qui ont changé un peu la donne pour le Phoenix en début de saison. L'explosion de Joshua Roy, qui est exceptionnelle. On a beaucoup parlé de Joshua Roy. D'ailleurs, il a signé son premier contrat professionnel là, au cours des derniers jours et c'est pleinement mérité. Hier, à la fin du match, j'ai pensé faire un brin de jasette avec Xavier Parent, le capitaine du Phoenix, qui lui en est à sa 5e saison dans la Ligue junior majeure du Québec. Il est issu là, du fameux repêchage de 2017 de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, le repêchage dans lequel Alexis Lafrenière avait été choisi au premier rang. Souvenez-vous, Samuel Poulain, Jacob Pelletier, 3e. Xavier Parent avait été au 4e rang. Et on descend comme ça. Justin Barron des Moussets d'Halifax avait été choisi en fin de première ronde. C'était, on va se le dire, là, un gros repêchage. Et la plupart des joueurs de ce repêchage-là, qui ont 20 ans maintenant, jouent dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine. Il ne faut pas oublier Dawson Mercer dans ce groupe-là aussi. C'était vraiment un repêchage particulier. Xavier Parent est un des survivants là, de ce repêchage-là. Et hier, j'ai fait un brin de jasette avec lui au terme de la défaite de son équipe, où il a quand même marqué ses 41e et 42e buts de la saison. C'était un match baromètre un peu aujourd'hui, puis vous n'étiez peut-être pas dans les meilleures conditions. Eux, ils n'avaient pas joué hier, vous aviez joué. T'as-tu senti que ça a fait une différence? C'est sûr, aussi, c'est un match qu'on a joué ici, on a fait la route avant le game. Mais peu importe, je pense qu'on a joué quand même 2 matchs cette semaine, si je me souviens bien. Fait que je pense pas qu'on peut justement donner la faute sur la fatigue. Tout le monde est vraiment fatigué dans la ligue. Fait que je pense qu'il faut juste trouver un rythme aussi, de peut-être réduire nos présences sur la glace, de jouer simple. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas joué derrière leur défenseur, on n'a pas joué avec notre vitesse comme on joue d'habitude. Puis je pense que ça va avoir écouté aujourd'hui. Vous êtes quand même bien placé dans votre association, mais le premier rang au général, c'est-tu quelque chose que vous avez dans la tête absolument? Vous dites-vous, c'est important là, quand on va arriver dans les demi-finales, finales, si on va jusqu'au bout, d'avoir l'avantage là-dedans? C'est sûr, comme tu dis, en série, c'est important. Là, on ne veut pas en demi puis en finale. On veut finir premier devant Shawi et Gatsu, mais je pense aussi on aime tout le monde. Chaque équipe aime ça finir premier. Puis c'est sûr, notre but aussi, c'est finir premier dans la ligue. Veut pas. Il y a quand même l'hystérique à Sherbrooke qu'on veut devant nos partisans. Ça fait quand même 2 ans qu'on n'a pas pu avoir de saison devant eux. Fait que c'est sûr qu'on va donner le meilleur à chaque match. Puis c'est sûr, c'est notre but, veut pas de finir premier dans la ligue. Ta saison jusqu'à présent, on a beaucoup parlé avec raison de Joshua. Là, il a signé son contrat, puis il va bien, puis tout ça. Mais tu as toute une saison, toi aussi. Tu es un peu dans l'ombre, mais vous êtes un important un pour l'autre. Oui, je pense, comme tu dis, on a créé un duo depuis l'année passée qui est arrivé après Noël. Je pense que dès le premier moment qui est arrivé, j'ai essayé de montrer un peu comment ça marchait, de l'aider. Lui aussi, il m'aide. Je pense qu'on s'aidait vraiment les deux ensemble. C'est sûr qu'on est très bons amis en dehors de la glace. Puis c'est sûr qu'on fait un bon duo, mais il faut juste continuer de même. Le meilleur hockey s'en vient pour nous autres. Là. Il a signé son contrat. Toi, tu as 20 ans, tu es encore dans la ligue. Tu y crois toujours là, à la possibilité de jouer pro? Oui, tu veux pas. Comme j'ai dit tantôt à Michael, je n'ai vu beaucoup de joueurs à 20 ans. Quand j'étais à Halifax, c'est juste Samuel Asselin, ici à Sherbrooke, Robert. Vous voyez, c'est tous des gars à 20 ans qui ont connu des grosses années, qui ont réussi à jouer professionnel, puis en ce moment, ça marche très bien. Fait que c'est sûr, c'est des inspirations. Puis on en voit quand même beaucoup. Il y en a déjà un à Batters qui a signé professionnel. Fait que je pense que c'est encore mon rêve. Puis j'ai arrivé prêt cette saison pour justement réussir ça. Comment tu réagis quand tu vois des gars qui ont été draftés la même année que toi, qui sont déjà dans la Ligue nationale, qui jouent dans la Ligue américaine, puis tout ça? As-tu l'impression que tu as pris du retard? Ou qu'est-ce qui a fait? C'est ton gabarit qui t'a pas aidé ou tu n'as peut-être pas eu les saisons que tu pensais que tu aurais? Je pense que j'ai tombé dans une place aussi à Halifax que, tu veux pas, en première année à 16 ans, on est fini 4e, après on est à la Coupe Memorial. Fait que, j'avais pas le temps de jeu que j'aurais voulu, mais je pense que j'ai vraiment appris de ça. Je suis devenu un joueur plus complet, que mentalement, c'est sûr, ça a été difficile, mais je pense que je suis devenu plus fort mentalement aussi. Puis, comme tu as dit, tous mes chums sont dans la Ligue américaine. Je pense à Sam Poulain, Nat Légaré, Jacob Pelletier. C'est tous des gars qui ont travaillé très fort. Puis, c'est des gars que j'ai grandi avec. Fait que, c'est juste content pour eux autres. Puis, veux pas. Comme on dit, chaque semaine mène à Rome. Fait que je crois encore à mon rêve de me rendre national. Puis c'est sûr que ça va être un chemin différent, mais je crois en moi, puis c'est ce qu'il faut. Là. 50 buts, ça se place bien dans un CV de hockey. Il en manque 8, c'est-tu possible? Là? C'est sûr que je pense le moins. Là, je me souviens à Halifax, Asselin avait 48, puis il restait 6 games, puis il passait. Puis je pense que la semaine passée, il m'a texté justement pour me dire de justement pas y penser, puis juste de continuer à jouer ma game, jouer la game simple. Fait que c'est sûr, veux pas, c'est un accomplissement que tout le monde veut, mais je pense que je vais juste continuer à jouer simple, à travailler fort, puis c'est sûr que je vais être récompensé si je continue à travailler fort. Là.
Est-ce que vous êtes content? Personne ne vous voyait là en début de saison, Sherbrooke. Je pense qu'on n'avait pas aussi de vue sur Gigalov puis sur Spacek qui ont peut-être un peu changé l'équipe. On pensait pas peut-être que Joshua serait si fort que ça. C'est une belle surprise que vous avez dans le fond. Mais je pense que même nous, quand on est arrivé au camp, je pense qu'on s'avait fixé un objectif de finir entre 8 et 10e. Je veux pas l'année passée, on a fini avant-dernier, on n'était même pas censé faire les séries. Fait que c'est sûr que personne ne voyait en ce moment, mais je pense que durant l'été, on avait un suivi avec nos coachs et on venait à Sherbrooke faire des tests physiques 2-3 fois par été. Fait que je pense qu'on est arrivé vraiment après au camp, tout le monde a vraiment voulu stepper up. Puis ça leur a apparu au début de la saison. On est un groupe qui est vraiment solide, puis c'est ça qui paraît, sa glace veut pas aussi. Merci, bonne fin de saison. Merci beaucoup. Voilà, le capitaine du Phoenix de Sherbrooke, Xavier Parent, 42 buts depuis le début de la saison. Alors, il reste encore 13 matchs au Phoenix de Sherbrooke. Pourra-t-il marquer 8 buts et atteindre le plateau des 50? Il avait inscrit 51 buts au total à ses 4 premières saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, 2 avec Halifax, 2 avec Sherbrooke. C'est un joueur quand même important là, pour le Phoenix, évidemment. On parle beaucoup de Joshua Roy, mais Xavier Parent a son mot à dire aussi. Quand on jette un coup d'œil au classement, la défaite de Sherbrooke hier à Québec, ce n'est pas catastrophique au niveau de l'association de l'Ouest. Le Phoenix est presque assuré de terminer au premier rang et d'avoir peut-être le chemin un petit peu plus facile pour aller jusqu'au carré d'as. Le Phoenix a toutefois perdu les services de quelques joueurs, dont le défenseur Kellen Gauthier, là, qui s'est fracturé un bras. Est-ce qu'on pourra le revoir en séries éliminatoires? C'est à voir, mais sa saison régulière est assurément terminée. Milo Rollins aussi là, a été blessé du côté du Phoenix. Pour ce qui est des remparts, ben, honnêtement, ça roule vraiment bien. Et, c'est une équipe qui est spectaculaire à voir jouer et qui se débrouille sans Connor Frenette, qui a été acquis des Tigres de Victoriaville et qui s'est blessé presque à son arrivée avec les remparts. Les remparts fonctionnent quand même très bien sans lui, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une belle lutte pour Québec, Charlottetown, Bathurst et Saint-John pour les 4 premiers rangs de l'Association de l'Est. Il y a fort à parier que ces 4 équipes-là vont se retrouver en deuxième ronde et devront s'affronter. Et là, ça va vraiment, passez-moi l'expression, ça va faire mal. Des séries 3 de 5, là, si c'était la logique était respectée, là, on aurait un droit à un 3 de 5 entre Québec et Saint-John en deuxième ronde. Saint-John, dois-je rappeler, équipe hôtesse de la Coupe Memorial, et Charlottetown et Bathurst. Halifax vient de battre Charlottetown 4 fois de suite. Halifax n'a pas de méchante équipe non plus. Et il faut surveiller aussi la lutte pour les séries éliminatoires. Présentement, les Tigres de Victoriaville ont 1 point de retard au 17e rang sur Bécomo. Les Tigres ont 45 points, Bécomo en a 46, Chicoutimi et Rouen en a 47. Il y a une de ces 4 formations-là qui ne participera pas aux séries éliminatoires. Le Cap-Breton est virtuellement éliminé là, au 18e rang de la Ligue. Ça va jouer dur. Il y a beaucoup de matchs. Je regardais le calendrier des Saguenayens. Il leur reste 12 matchs à jouer. Je pense qu'il leur en reste 9 contre les rivaux directs pour les séries éliminatoires, que ce soit Bécomo, Victoriaville ou Rouyn-Noranda. Ça va jouer du coude. Il n'y a pas de doute là-dessus. On devrait cette semaine voir nos 2 premiers compteurs de 100 points dans la Ligue arriver. Là. Joshua Roy est présentement au premier rang avec 97 points. William Dufour en a 96. Et William Dufour a 48 buts. Le prochain match des Sea Dogs, c'est contre les Olympiques mercredi. William Dufour qui tente de devenir le premier marqueur de 50 buts dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec depuis Alex Barré-Boulet en 2017-2018. Je parlais des Tigres il y a quelques instants. Le joueur de la semaine, c'est leur gardien, Nathan Darvaux. Moyenne de 1,34, taux d'efficacité 959 en 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite. Il fait du bon travail présentement et les Tigres ont gagné un match qu'ils ne devaient pas perdre samedi soir 2-0 à Rouyn-Noranda, ce qui leur permet de demeurer tout prêt pour accéder aux séries éliminatoires. Évidemment, on le sait, les Tigres sont en reconstruction après la conquête de la Coupe du Président de l'an dernier. Demain, RDS.ca, on va mettre en ligne notre état des forces, notre power ranking. Je vous donne un petit avant-goût. Là. Ça sera en ligne probablement demain matin, mais les remparts seront au premier rang de ce classement devant Charlottetown et Sherbrooke qui devraient compléter mon top 3. Je regarde les statistiques du mois. Québec a 10 victoires, 2 défaites en mars. Bathurst, 11 victoires, 3 défaites, 1 défaite en bris d'égalité. Saint-John, 11 victoires, 2 défaites. Sherbrooke, 11 victoires, 2 défaites, 1 défaite en prolongation. Alors, les puissances de la Ligue là, ont été présentes au cours du dernier mois, à l'exception peut-être de Gatineau, là, qui, avec la perte de Rémi Poirier, n'a gagné que 4 matchs sur 13. Et dans le cas des Cataractes de Shawinigan, c'est difficile. 2 victoires, 8 défaites à leurs 10 derniers matchs.
l'absence de Maverick Book est épouvantable. Hier, j'ai publié une statistique qui a fait réagir. Maverick Book n'a joué que 21 matchs cette saison avec les Cataractes. Il a été ennuyé par des blessures. Il y a eu le camp d'entraînement d'équipe Canada, le camp au début de la saison avec Dallas. Dans les 21 matchs où Maverick Book a été en uniforme pour les Cataractes, c'est 19 victoires, une défaite en temps régulier et une défaite en bris d'égalité. C'est hallucinant. Quand il n'est pas là, dans les 36 matchs qu'il n'a pas joué, 15 victoires, 18 défaites et 3 défaites en bris d'égalité. Alors, imaginez, le 19-1 avec lui, 15-18 sans lui. Et depuis le début de la saison, on dit des Cataractes que c'est la seule équipe à avoir 2 choix de première ronde de la Ligue nationale dans son alignement, Maverick Book et Xavier Bourgault. Bien, les deux ensemble dans l'alignement, c'est arrivé seulement 11 fois cette saison pour les Cataractes. Et lors de ces 11 matchs, bien, c'est 10 victoires, une défaite. Le gain également hier des Olympiques de Gatineau à Shawinigan a confirmé la participation des Olympiques de Gatineau. Évidemment, on le savait, là, mais là, mathématiquement, c'est confirmé. Alors, la séquence se poursuit. 37 années de suite pour les Olympiques en séries éliminatoires. La dernière fois qu'on a raté les séries pour les Olympiques, qui s'appelait de Hall à l'époque, c'est en 1984. Évidemment, là, en 2020, il n'y a pas eu de séries éliminatoires. Mais si on compte les saisons où il y a eu des séries, là, on parle de 37 années de suite pour les Olympiques en série. C'est vraiment, comme on dit, de l'excellent travail. Alors voilà pour notre segment sur la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je vais vous parler un peu de plusieurs autres sujets. D'abord, la Ligue Midget 3A. On est rendu à l'étape des demi-finales. On a déjà joué les 2 premières rondes. 2 séries, 2 rondes, 3 de 5. Pas eu vraiment de surprise. Peut-être un peu là, les Gaulois de Saint-Hyacinthe qui ont gagné leur première ronde, eux qui avaient terminé au 11e rang face au Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. Mais pour le reste, on retrouve en demi-finale les Chevaliers de Lévis qui ont terminé au premier rang, qui vont affronter à compter de jeudi les Phoenix du Collège Esther Blondin, qui, eux, avaient obtenu le laissez-passer en première ronde des séries parce qu'ils avaient gagné le tournoi du temps des fêtes, le fameux challenge du mois de décembre. Alors, l'équipe qui gagne ce tournoi-là obtient un laissez-passer en première ronde. Cette année, c'était le Collège Esther Blondin. Mais là, le Collège Esther Blondin est rendu dans le carré d'as, va affronter Lévis. Et l'autre demi-finale, les Cantonniers de Magog, deuxième au classement général, vont affronter le Rousseau Royal de Laval-Montréal, qui a terminé au 6e rang, qui a vaincu Trois-Rivières lors de la ronde précédente. Peut-être une petite surprise en termes de points au classement. Là, Laval-Montréal avec 46 points, Trois-Rivières 51. Alors, c'était quand même 2 équipes qui se ressemblaient. Alors, ce sera Laval-Montréal contre Magog et Esther Blondin contre Lévis. La Coupe TELUS aura lieu en Alberta du 16 au 22 mai. Dimanche, le 22 mai, RDS va vous présenter la finale de la Coupe TELUS, championnat canadien Midget. On espère que cette fameuse coupe-là va revenir éventuellement au Québec parce que ça fait depuis 2001 que la suprématie du hockey midget canadien échappe au Québec. Parlant de championnat canadien, il faut que je vous glisse un mot sur les Patriotes de l'UQTR qui l'ont emporté contre les Golden Bears de l'Alberta hier, 5-4 en deuxième période de prolongation. Plusieurs anciens de la Ligue junior majeure du Québec ont pu célébrer cette victoire. Ça a été vraiment un match spectaculaire où les hommes de Marc-Étienne Hubert sont revenus de l'arrière pour concrétiser ce championnat canadien-là. C'est la première fois depuis 2003 que les Patriotes gagnent ce tournoi-là. En 2003, c'était Jacques Laporte qui était l'entraîneur-chef de cette formation-là. En 2011-2012, McGill avait également gagné ce titre canadien. Alors, pour les Patriotes de l'UQTR, ben, vous vous souvenez du mouvement là, qu'ils ont lancé On veut jouer, le fameux hashtag On veut jouer. On a parlé des Patriotes là, au mois de février là, qui trépignaient de revenir au jeu. Ben, hier, ils ont dit à tout le monde, vous voyez qu'on voulait vraiment jouer, on a gagné. Alors, c'est tout à l'honneur là, de Marc-Étienne Hubert et de son équipe qui ramène donc la Coupe Université en sol québécois, une victoire de 5-4 acquise en deuxième période de prolongation. Ça a été quand même assez spectaculaire. Le gardien Alexis Gravel qui a fait face à 66 tirs dans ce match. Et c'est Simon Lafrance qui avait marqué le but égalisateur, qui a aussi marqué le but gagnant en deuxième période de prolongation. Alors, félicitations aux Patriotes de l'UQTR. Je veux vous parler également de hockey universitaire américain. Il y a 2 semaines, c'était les matchs éliminatoires pour déterminer les 4 participants qui vont jouer dans le Frozen Four.
ce qui est l'équivalent un peu de la Coupe Memorial là, au niveau junior, mais là, on parle du niveau universitaire américain. Michigan va donc affronter Denver et Minnesota va affronter Minnesota State. Dans l'équipe de Michigan, évidemment, on a le Québécois Thomas Bordelot, à qui on a parlé il y a quelques semaines. Ils ont vaincu les Wolverines, la formation de Quinnipiac, dans laquelle évolue mon prochain invité, Ty Smilanic, qui a été acquis par l'Organisation des Canadiens en retour dans la transaction avec les Panthers de la Floride, en retour notamment de Ben Sherratt. Dans le cas de Smilanic, c'est un bonhomme qui avait été repêché en 3e ronde par les Panthers. Et pour vous le présenter, question de tenter de savoir un peu sa personnalité et quelle sorte de joueur il est. On a réalisé cette entrevue vendredi. Elle est en anglais. Je vais traduire les grandes lignes par la suite. Mais voici donc un membre de l'Organisation du Canadien qui n'est toujours pas sous contrat parce qu'on ne sait pas s'il va retourner à Quinnipiac l'an prochain ou s'il désirera faire le saut professionnel. Voici donc cet espoir du Canadien qu'on vous présente sur la glace. Well, Ty, first of all, I think the first question, how did you react when you first learned about that trade that you were involved with Ben Sherratt and the Montreal Canadiens? I mean, obviously, I was pretty surprised. We were at a team mill, and I got a text from my advisor saying, "Can I call you? It's urgent." I was like, "Yeah, okay." So I went upstairs. He said I might be a trade piece for Florida getting Ben Sherratt, and I said, "Okay." And then about 2 minutes later, I got a call saying I was traded. So it all happened pretty quick, but I couldn't be more happy with where I ended up. You had a lot of talks with Montreal GM since that? Yeah, especially right after it happened, they're reaching out, just making me feel at home. So for me, that was the first great sign, being able to feel like I was really wanted by a team. So I couldn't feel more invited to join the Montreal Canadiens. What is your plan about NCAA for you? Even before the trade, was it like a full 4 years? Was it 3 years, 2 years? You were open with that, or? Yeah, I mean, I was pretty open with it. Whatever the team that drafted me or now traded for me thought was best for me. And I've kind of just, as the years gone on, decided what I need year by year. I didn't have a full set plan where it's going to be 3 years, it's going to be 4, it's going to be 2. So, I mean, I think with my development, I wouldn't, it'd benefit a lot from doing another year. So I think that's what I'm going to do. We spoke with Thomas Bordelot 2 weeks ago about you a little bit, and he gives us, I would say, a scouting report on you a little bit. He said you were one of his good friend, a great guy, but if the fans in Montreal wants to know what kind of player you are, can you describe a little bit for us? First thing I'd say is fast. That's definitely the thing that sticks out the most. But someone's going to give full 100% effort every night. I mean, I've been developing my defensive game to be a full 200-foot player, so that's something I'm trying to take pride in. And obviously, I think I have a pretty good shot, so that's another thing. I think maybe not Cole Caulfield, but with how he's doing recently, but definitely decent shot. Just been named the Rookie of the Month in the NHL for the last month. He was playing really well. Do you have a model in the NHL? You would say your style to be compared on? I know it's tough, the comparison so far, but you have like your model, your idol, or? Well, if we're looking at like idols, I look up a lot to Nathan McKinnon. Obviously, being from Colorado, I watched a lot of him growing up, and he plays a very fast game. I think the way we play is a little bit different, which he plays with more of a physicality, more of a strength to his game, which I think I could develop. But I also look at Dylan Larkin. I watched him a lot when I was at the national team, and way he plays 200-foot game and the year he's having, it's good to model your game after those two players. Are you happy with the way your development was for the last 2 years with Quinnipiac? Yeah, obviously, I think I could develop more or less off the ice as far as just getting bigger, stronger. That's I think those really help build confidence. I think at parts of the time this year, I was low on confidence if I wasn't scoring or something like that. So adding some muscle always is something to help you maintain confidence throughout the year. The season is over for you, unfortunately. Are you looking forward to Edmonton in August and the possibility of playing against for US at the World Junior Championship, that it's going to be a restart? Yeah, no, it's very cool that it's going to be a restart and still have the opportunity to do that. That wasn't taken from us. So obviously, any chance you get to represent your country, it's a blessing. So, I mean,
I'm looking forward to it for sure. I mentioned Thomas Bordeleau a couple of minutes ago. Did you talk with him about Montreal, about the market, about the Canadiens, and all the story regarding that franchise? Or? No, not really. I mean, last time I saw him, I just saw him Saturday when they knocked us out of the tournament. Yeah, exactly. Yeah. So, I mean, it was more or less just quick. We were enemies for really the short amount of time we were together, so didn't get to talk too much about it. But what you know about Montreal and the city and the team here? I know Montreal's rich in history. It's probably has the most history in the NHL and hockey history. So, I mean, and you get to join a program where you just know their fans. They're selling out every night and electricity around the city, around the team. It's pretty exciting. So I couldn't be more excited to join. Do you? I would just say that pleased with the way everything went for you. If we go back to the draft in 2020, were you a bit disappointed of being a third rounder? Did you expect to be called sooner or? I mean, obviously in the moment I was pretty disappointed because most drafts I was projected to go first round, maybe late second or beginning of the second. So I mean, it was pretty disappointing in the moment, but looking back at it, I'm not too sad. Being a third rounder, you don't necessarily have as much of the pressures as a first rounder. So really, what I need to do is just develop as a hockey player without those pressures and become a player that can one day play for the Montreal Canadiens. We hope so too for that trade with Ben Chiarot in Florida. Ty, thank you very much to took some time with us. Really appreciate it. Yeah, thank you. Thank you for having me. Ty Smilanic, donc cet espoir du Canadien, pour résumer un peu ses propos, il était en train de manger un repas d'équipe lorsqu'il a reçu un message texte de son conseiller. On n'a pas le droit de dire les agents lorsque les gars jouent dans la NCAA. Ils n'ont pas le droit d'avoir d'agent en principe. C'est un autre dossier, là, mais il a reçu un message texte de son conseiller lui disant « Je dois t'appeler, c'est urgent ». Et là, il lui a dit « Ça se peut que tu fasses partie d'une transaction avec le Canadien ». Et ça s'est avéré finalement quelques heures plus tard confirmé. Il a été donc surpris. C'est pas encore ce qu'il va faire avec la suite des choses. Il dit j'ai pas de plan si je veux jouer absolument 4 ans universitaire comme l'a fait Jordan Harris, ou retourner pour une 3e saison, ou même signer tout de suite. Et je pense qu'il va laisser ça un peu à la décision avec le Canadien, c'est son conseiller, tout ça. Quand on lui demande de résumer un peu son style de jeu, le premier mot qui vient, et c'est un peu ce que Thomas Bordeleau nous avait dit aussi il y a 2 semaines, c'est la vitesse. C'est un patineur très rapide. Il a grandi, c'est un gars du Colorado, de Denver. Il a grandi en regardant jouer Nathan McKinnon. Il dit j'aime beaucoup sa façon de jouer. Il dit lui, il est plus physique que moi. C'est peut-être quelque chose que je pourrais développer avec les années. Il aime beaucoup également Dylan Larkin des Red Wings de Détroit. Il travaille à développer là, son jeu défensif pour être un bon joueur dans les 2 sens de la patinoire. Il dit qu'il a un très bon lancer. Il dit c'est pas Cole Caulfield, mais c'est quand même excellent comme lancer. Il a hâte cet été de possiblement avoir la chance de reprendre le championnat mondial de hockey junior et de s'aligner pour les États-Unis à Edmonton. Donc, ce sera une occasion cet été, fort probablement, de le voir à l'œuvre avec la formation américaine. Il connaît évidemment la riche histoire du Canadien. C'est qu'il s'en vient dans un marché de hockey et il semble très excité avec la tournure des événements. Alors, c'est un autre espoir qui s'ajoute à la banque quand même impressionnante du Canadien, des jeunes espoirs. Ty Smilanic, donc un nom qu'on va apprendre à découvrir au cours des prochaines années. Je termine avec le Frozen Four. Donc, les matchs de demi-finale sont vendredi. La grande finale universitaire américaine est dimanche. Selon moi, les Wolverines de Michigan ont la meilleure équipe. C'est une équipe remplie de joueurs vedettes. Ils ont 14 joueurs qui appartiennent à des équipes de la Ligue nationale. C'est hallucinant. En commençant par Owen Power, évidemment, le défenseur format géant canadien qui appartient au Sabre de Buffalo, qui a été le tout premier choix du repêchage de l'an dernier. Et Matthew Beniers aussi, qui a été repêché par le Kraken de Seattle, fait partie de cette équipe-là. Il y a du talent au pied carré avec les Wolverines de Michigan, il n'y a pas de doute là-dessus. Je termine l'émission de cette semaine avec un petit mot sur le championnat du monde des moins de 18 ans. Ça va commencer dans 2 semaines. Dans 3 semaines, pardon, le 23 avril. Ça va se dérouler du 23 avril au 1er mai. On aura cette année, au lieu d'avoir un tournoi à 10 équipes, on aura un tournoi à 8 équipes parce qu'en raison de tout ce qui se passe avec le conflit Russie-Ukraine, on a retiré la Russie et le Bélarus qui devaient faire partie de cette compétition. Donc, on aura un tournoi à 8 équipes qui va commencer donc samedi le 23. Les 3 matchs préliminaires du Canada, les quarts de finale, demi-finale et finale seront présentés sur les ondes de RDS, donc du 23 avril au 1er mai.
la nouvelle qu'on a un peu publiée vendredi de la semaine précédente, le vendredi le 25 mars, c'est que fort probablement, comme l'an dernier, il n'y aura pas de joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec au sein de la formation canadienne. C'est assez évident que, comme la saison de la LHJMQ se termine seulement le 1er mai, c'est difficile de venir enlever les bons joueurs de 17 ans de leur formation respective pour aller représenter le Canada à ce tournoi-là. Les saisons régulières de l'Ontario et de l'Ouest se terminent le 15 avril, donc dans 2 semaines. Il y aura 10 formations d'éliminés, 6 dans l'Ouest et 4 dans l'Ontario. Donc, c'est avec ces 10 formations-là seulement que Hockey Canada va tenter de construire une formation nationale des moins de 18 ans pour nous représenter, à laquelle on pourra peut-être ajouter des joueurs canadiens qui jouent dans la USHL et des joueurs canadiens qui jouent dans les circuits junior A au Canada. Donc, la formation canadienne, ça ne sera pas la formation A1. Déjà qu'habituellement, à ce tournoi-là, on ne peut que compter sur les joueurs éliminés des séries et ceux éliminés en première ronde. Là, on n'aura pas le droit d'avoir ceux éliminés en première ronde. Est-ce qu'il pourrait y avoir des joueurs du Québec dans l'équipe? L'an passé, Guillaume Richard, qui joue dans la USHL, avait joint la formation qui a gagné la médaille d'or avec Shane Wright et avec Connor Bedard notamment. Est-ce qu'un Michael Mastro Domenico, entre autres, qui joue dans la USHL, pourrait se joindre à la formation canadienne? C'est possible. Il était du camp estival l'an dernier. Est-ce que, par exemple, des joueurs des Eagles du Cap-Breton, lorsque nous serons rendus au 17 avril, seront virtuellement éliminés de faire les séries? Est-ce qu'on va donner l'occasion à 1 ou 2 joueurs, peut-être un gardien de but? Là, je pensais à Nicolas Routia ou Rémi de la Fontaine qui sont là. Ce sont des suppositions présentement, mais de la façon dont Hockey Canada travaille, on va prendre les 10 équipes qui ne participeront pas aux séries en Ontario et dans l'Ouest pour tenter de construire la formation. Et la grande question de ce tournoi-là, est-ce que Connor Bedard pourrait y participer? Parce que lorsqu'on regarde le classement de la Ligue de l'Ontario, de la Ligue de l'Ouest en ce moment, les Pats de Regina ne participeront pas probablement aux séries. Est-ce que Bedard, qui va jouer probablement au moins de 20 ans cet été, pourrait être tenté de retourner à ce tournoi-là? Il n'y a pas de règlement qui empêche ça au niveau de la Fédération internationale, mais Hockey Canada, généralement, lorsqu'un joueur a joué au niveau des moins de 20 ans, on ne le retourne pas aux moins de 18 ans par après. Si Bédard, j'ai l'impression que la décision va venir du clan Bédard, c'est certain, mais c'est un dossier à part et on ne saura probablement pas ça là, avant le 17. J'ai l'impression que sur la glace, dans 2 semaines, là, on va être capable d'avoir une idée de la formation canadienne qui va s'en aller nous représenter en Allemagne pour ce tournoi-là à compter du 23. Ça va arriver quand même très vite. Alors, c'est un dossier à surveiller. Mais pour ce qui est des joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, c'est un non présentement parce qu'on ne peut pas demander, par exemple, aux Olympiques de Gatineau de prêter Tristan Luneau, Antonin Véro, Noah Warren, Samuel Savoie, les excellents joueurs de 17 ans qu'il y a dans la Ligue, pendant que cette équipe-là est en train de se battre là, pour une place en série et qui va s'apprêter à commencer les séries éliminatoires. Je pense que c'est assez évident. Puis c'est un peu la même chose l'an passé. Souvenez-vous, il n'y avait que le Québec qui jouait. L'Ontario et l'Ouest ne jouaient pas. Alors, on avait quand même construit l'équipe avec l'ensemble des joueurs de 17 ans et moins de l'Ontario et de l'Ouest. Là, on n'aura pas accès à toutes les formations. J'ai hâte de voir ce que le Canada sera en mesure de faire dans ce championnat-là, évidemment. C'est un tournoi qui est intéressant pour les recruteurs de la Ligue nationale parce que c'est la dernière grosse compétition, si on veut, qui réunit les joueurs potentiellement admissibles pour la séance de sélection de l'été prochain. Alors voilà, ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait pour vous cette semaine. Je remercie à nouveau toute l'équipe, Guillaume Poliquin à la technique qui était là, Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche. Mes invités cette semaine, Jean-François Houle du Rocket de Laval, Xavier Parent du Phoenix de Sherbrooke, Eve Gascon des Olympiques de Gatineau et Ty Smilanic de l'Organisation du Canadien qui évolue pour l'Université Quinnipiac. Merci tout le monde et on se revoit assurément la semaine prochaine. Bye bye.